Le baiser volé s'est produit si vite que Margaret Vance n'a pas eu le temps de gifler le cow-boy. Il a disparu dans la rue poussiéreuse avant qu'elle ne puisse réagir. Elle est restée là, devant le magasin, les joues brûlantes et le cœur battant à tout rompre sans vraiment comprendre. Leavenworth, dans le Kansas, à l'été 1872, était une ville frontière très animée. Elle était perchée à la limite de la civilisation. Le fleuve Missouri y amenait des bateaux à vapeur remplis de provisions et de colons. Ces gens étaient impatients de se tailler une nouvelle vie dans l'Ouest sauvage. Margaret était arrivée tout juste 3 mois plus tôt. Elle n'avait qu'un sac de voyage usé et la détermination d'échapper à son passé à Saint-Louis. Là-bas, les créanciers avaient tout saisi après la mort de son père. À 22 ans, elle avait trouvé du travail comme couturière dans la boutique de robes de Madame Henderson. Même si le salaire était modeste, c'était un travail honnête qui lui permettait de garder sa dignité intacte. Le cow-boy qui avait volé ce baiser s'appelait Jim Bradley. C'était un garçon de ferme qui travaillait pour l'un des grands élevages au sud de la ville. Il avait bu au saloon avec ses amis. Quand Margaret est passée avec son panier de fil et de tissu, il l'a saisie par la taille pour un pari. Il a pressé ses lèvres imbibées de whisky contre les siennes avant qu'elle ne puisse protester. Ses amis ont ri et crié, se tapant sur les cuisses, tandis que Jim inclinait son chapeau avec un sourire arrogant avant de s'éloigner. Margaret est restée figée un long moment. Ses doigts tremblaient en touchant ses lèvres. Ce n'était pas que le baiser avait été particulièrement horrible ou merveilleux. C'était la violation, l'idée qu'il avait le droit de la toucher sans permission. Des larmes de colère et d'humiliation lui piquaient les yeux alors qu'elle se dépêchait de retourner vers la pension. Elle louait une petite chambre au 2e étage. Elle n'a pas remarqué l'homme qui l'observait de l'autre côté de la rue jusqu'à ce qu'elle manque de le percuter. « Attention, mademoiselle », a grondé une voix grave. Margaret a levé les yeux vers une paire d'yeux d'un bleu si intense qu'il lui rappelait le ciel juste avant un orage. L'homme était grand, bien plus d'1,80 m. Ses épaules étaient si larges qu'elles semblaient bloquer le soleil. Ses cheveux étaient brun foncé et tombaient au-delà de son col en vague. Il semblait n'avoir été dompté que par ses doigts. Une barbe épaisse couvrait sa mâchoire, et sa peau était marquée par des années passées en plein air. Il portait un pantalon en peau de daim et une simple chemise en coton qui s'étirait sur un torse musclé. Et il y avait une douceur dans son expression qui semblait en décalage avec sa taille intimidante. « Je suis désolé », a réussi à dire Margaret en reculant. « Je ne regardais pas où j'allais. » Le regard de l'homme s'est déplacé vers l'endroit où Jim Bradley avait disparu au coin de la rue. Quelque chose de sombre a traversé ses traits. « Ce cow-boy vous embête? » Les joues de Margaret ont rougi à nouveau. « Ce n'est rien, juste une bêtise. Ça ne ressemblait pas à rien d'où j'étais, » a-t-il dit. Sa voix était calme mais ferme, avec un accent qui suggérait qu'il avait passé plus de temps dans les montagnes qu'en ville. « Je m'appelle Ashton Vey. Je suis guide et trappeur dans les Rocheuses. Je descends à Leavenworth pour me ravitailler depuis 5 ans. » Margaret Vance a-t-elle répondu en ajustant son panier sur son bras. Quelque chose chez cet étranger lui donnait envie de lui faire confiance. Pourtant, elle avait appris à se méfier des hommes en général. « J'apprécie votre inquiétude, Monsieur Vell, mais je peux me débrouiller seul. » Ashton l'a étudié un instant. Margaret s'est sentie évaluée avec la même attention qu'il accorderait à des traces dans la nature. « Je suis sûr que vous le pouvez, mademoiselle Vance. Mais si vous avez besoin d'aide, la propriétaire de la pension sait où me trouver. Je serai en ville pour les prochains jours. » Il a incliné son chapeau, un large chapeau en cuir qui avait connu des jours meilleurs. Puis il est passé devant elle vers le magasin général. Margaret l'a regardé partir, notant sa démarche assurée. Il y avait une puissance dans ses mouvements qui trahissait un homme parfaitement à l'aise dans sa peau. Elle a secoué la tête, essayant de dissiper l'étrange battement dans sa poitrine, et a continué vers chez elle. La pension était une structure en bois de 2 étages tenue par Madame Callahan. C'était une veuve dans la cinquantaine qui maintenait des règles strictes sur la bienséance et les couvre-feux. Margaret a monté l'escalier étroit vers sa chambre. C'était un petit espace qui contenait peu de choses à part un lit, un lavabo et une malle pour ses affaires. Elle a posé son panier et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Leavenworth avait grandi rapidement ces dernières années. Elle servait de point de ravitaillement pour les opérations militaires et l'expansion vers l'ouest.
Les rues étaient souvent bondées de soldats du fort voisin et de commerçants se dirigeant vers Santa Fe. Il y avait aussi des mineurs cherchant fortune dans les montagnes et toutes sortes de gens poursuivant leurs rêves à travers la prairie. C'était bruyant et chaotique, mais Margaret avait appris à apprécier l'anonymat que cela offrait. Personne ici ne connaissait les dettes de jeu de son père ou la honte qui l'avait chassée du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans le petit salon avec les autres résidents, Madame Callahan a mentionné des troubles au salon. Deux hommes se sont battus pour une histoire de cartes, a dit la vieille dame, ses aiguilles à tricoter cliquetant en rythme. L'un d'eux a sorti un couteau. Mais ce montagnard qui loge à l'hôtel est intervenu et a arrêté ça avant que quelqu'un ne soit tué. Montagnard, a demandé Mademoiselle Emily Foster, une institutrice qui occupait la chambre à côté de celle de Margaret. Ce Ashton Vale descend des hautes terres quelques fois par an. Il est bâti comme un bœuf et 2 fois plus fort, d'après ce que j'entends. Mais il a des manières douces, toujours poli et respectueux, pas comme certains de ces types grossiers que nous voyons passer ici. Margaret a senti une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine à la mention du nom d'Ashton. Elle a penché la tête sur son ouvrage, ne voulant pas que les autres femmes voient son expression. Le lendemain matin, Margaret a ouvert la boutique de robes de Madame Henderson à 8 heures précises. Elle le faisait tous les jours sauf le dimanche. La boutique occupait un bâtiment d'angle sur la rue Delaware, avec de grandes vitrines qui exposaient les dernières modes de l'Est. Madame Henderson servait les épouses d'officiers, les marchands prospères et tous ceux qui pouvaient s'offrir des vêtements de qualité. C'était rare dans une ville où la plupart des gens portaient des vêtements simples, faits maison ou de confection. Margaret rangeait des rouleaux de tissu quand la porte a carillonné. Jim Bradley est entré, son chapeau à la main et l'air penaud. « Mademoiselle Vance, a-t-il commencé, je voulais m'excuser pour hier. J'étais ivre et stupide, et je n'avais aucun droit de faire ça. » Margaret s'est redressée, le cœur battant. Une partie d'elle voulait accepter les excuses et passer à autre chose. Mais une autre partie était encore en colère d'être traitée comme une simple conquête pour un cow-boy qui s'ennuie. « Monsieur Bradley, j'apprécie votre venue, mais des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Vous m'avez humilié devant la moitié de la ville. Je sais et je suis vraiment désolé. » Jim tordait son chapeau dans ses mains. « Ça n'arrivera plus, je le jure. Les garçons et moi, on s'amusait juste, mais je vois maintenant que ce n'était pas drôle. » Avant que Margaret ne puisse répondre, la porte a carillonné à nouveau. Ashton Vale est entré, sa grande carrure remplissant l'encadrement. Son regard a balayé la pièce, notant la présence de Jim et la posture tendue de Margaret. Son expression s'est durcie. « Il y a un problème ici ?» a demandé Ashton d'une voix faussement douce. Jim s'est retourné, son visage pâlissant quand il a vu le montagnard. « Pas de problème. Je partais, justement. Vous êtes celui qui a embrassé Mademoiselle Vance hier sans sa permission. » Ashton a fait un pas en avant. Malgré le fait que Jim était un homme de bonne taille, il paraissait petit à côté du montagnard. « Je m'excusais, » a dit Jim rapidement. « J'ai fait une erreur et j'essaie de la réparer. » Ashton a regardé Margaret. « C'est vrai, Mademoiselle Vance? Il vous embête? » Margaret a hésité. Elle ne voulait pas causer plus d'ennuis, mais elle n'allait pas mentir non plus. Monsieur Bradley est venu s'excuser. J'écoutais ce qu'il avait à dire. Alors je vais attendre dehors pendant que vous finissez votre conversation, a dit Ashton. Mais si j'entends des voix s'élever ou si je vois le moindre signe de trouble, je reviens. Compris? Jim a hoché la tête rapidement. Compris. Comme je l'ai dit, je partais de toute façon. Mademoiselle Vance, encore une fois, je suis désolé. Il a pratiquement fui par la porte, manquant de renverser un présentoir de ruban dans sa hâte. Ashton s'est attardé dans l'encadrement de la porte. « Vous allez bien? »« Oui, merci. » Margaret se sentait à la fois reconnaissante et agacée par son intervention. Elle était capable de se gérer elle-même. Mais il y avait quelque chose de rassurant à avoir quelqu'un qui se souciait assez d'elle pour vérifier son bien-être. « Aviez-vous besoin de quelque chose à la boutique, Monsieur Val? »« En fait, oui. » Ashton est entré, se déplaçant avec une grâce surprenante pour un homme aussi grand. « J'ai besoin d'une nouvelle chemise. Celle que je porte est presque usée. J'ai des réunions d'affaires avec des compagnies de commerce pendant que je suis en ville. Je me suis dit que je devrais être présentable. » Margaret n'a pas pu s'empêcher de sourire. « Je pense que nous pouvons vous aider. Quelle taille faites-vous? » « Grand, a dit Ashton avec un léger sourire qui a transformé son visage sérieux.
Je fais généralement faire mes vêtements sur mesure quand je trouve quelqu'un prêt à faire le travail. Laissez-moi prendre vos mesures. Margaret a récupéré son maître ruban, essayant d'ignorer les papillons dans son ventre. Elle avait mesuré des douzaines d'hommes pour des vêtements, mais approcher Ashton Vale semblait différent. Il s'est tenu patiemment pendant qu'elle travaillait, les bras écartés sur les côtés. Quand elle a enroulé le ruban autour de sa poitrine, elle était très consciente du muscle solide sous le coton usé de sa chemise. Ses épaules étaient plus larges que celles de n'importe quel homme avec qui elle avait travaillé auparavant. Ses bras étaient épais d'une force qui venait d'années de dur labeur physique. « Vous faites ça depuis longtemps ?» a demandé Ashton alors qu'elle notait les mesures dans son registre. « Quelques mois ici à Leavenworth. J'ai appris le métier de ma mère à Saint-Louis avant qu'elle ne décède. » Margaret a gardé une voix professionnelle, ne voulant pas trop partager son passé avec un quasi-inconnu. « J'ai perdu ma propre mère quand j'avais 12 ans, a dit Ashton doucement. Mon père aussi, le même hiver. La grippe les a emportés tous les deux à une semaine d'intervalle. Margaret a levé les yeux vers lui, surprise par cette révélation personnelle. Je suis désolé. Ça a dû être terrible. Ça l'était, mais ça m'a appris à survivre, à être autonome. Mon oncle m'a recueilli, m'a appris à piéger et chasser dans les montagnes. Il est mort il y a 5 ans, m'a laissé sa cabane et son territoire. Je suis seul depuis ce temps-là. Les yeux bleus d'Ashton ont croisé les siens un instant. Parfois solitaire, mais c'est une bonne vie. Paisible. Solitaire semble être le mot juste, a dit Margaret, avant de pouvoir s'en empêcher. Elle s'est affairée à noter ses mesures, ne voulant pas qu'il voie à quel point elle comprenait ce sentiment. « Dites-vous quoi? » a dit Ashton. « Je loge à l'hôtel Planters pour les prochains jours. Une fois la chemise prête, peut-être me laisserez-vous vous offrir le souper pour vous remercier du travail rapide. Rien d'inconvenant. Juste un repas à la salle à manger de l'hôtel où tout le monde pourra voir que nous sommes parfaitement respectables. » Margaret aurait dû dire non. Elle connaissait à peine cet homme et s'impliquer avec quelqu'un était une complication dont elle n'avait pas besoin. Mais il y avait quelque chose chez Ashton Vale qui lui donnait envie de prendre le risque. « D'accord, s'est-elle entendu dire. Je peux avoir la chemise prête pour demain soir. » Demain soir, c'est entendu. Ashton a souri à nouveau et Margaret a senti une chaleur se répandre dans sa poitrine. Après son départ, Mme Henderson a émergé de l'arrière-boutique où elle travaillait sur une robe de mariée. « C'est Ashton Vale, a-t-elle dit, un regard entendu dans les yeux. Il a toute une réputation dans le coin. »« Quel genre de réputation? » a demandé Margaret, essayant de paraître décontractée. « Le bon genre. Honnête comme la journée est longue, ne trompe jamais personne, et il a aidé plus d'une personne à se sortir de situations difficiles au fil des ans. Il y a eu une famille qui s'est perdue dans les montagnes il y a 2 hivers. Il a passé 3 jours à les chercher dans un blizzard. Il les a tous ramenés vivants et a refusé toute récompense pour ça. » Madame Henderson a tapoté l'épaule de Margaret. « S'il s'intéresse à vous, ma chère, vous pourriez tomber bien plus mal. » Cette nuit-là, Margaret a travaillé tard pour couper et coudre la chemise pour Ashton. Elle a choisi un tissu bleu profond qui complimenterait ses yeux, et elle a pris un soin particulier avec chaque couture et bouton. Ce n'était pas juste de la fierté professionnelle. Elle voulait qu'il sache qu'elle appréciait sa clientèle et sa compagnie. Le jour suivant a passé lentement. Margaret a aidé les clients, discuté des options de conception pour une nouvelle robe de bal avec la femme du maire, et a essayé de ne pas regarder l'horloge. À 18 heures, quand Mme Henderson a finalement verrouillé la porte de la boutique, les nerfs de Margaret étaient à vif. Elle est retournée à la pension et a mis sa plus belle robe. C'était un coton vert simple mais bien fait qui faisait ressortir la couleur de ses yeux noisettes. Ses cheveux, d'un brun riche qui tombait au-delà de ses épaules, étaient épinglés dans un style soigné, à la mode mais pas trop élaboré. Quand elle s'est regardée dans le petit miroir au-dessus de son lavabo, elle a vu une femme qui essayait très fort d'avoir l'air de ne pas essayer du tout. Ashton l'attendait dans le hall de l'hôtel quand elle est arrivée, la chemise emballée sous le bras. Il s'était fait beau lui aussi, ses cheveux attachés en arrière et sa barbe soigneusement taillée. Il portait un pantalon en peau de daim propre et un gilet sur sa vieille chemise. Et quand il a vu Margaret, son visage s'est illuminé d'un plaisir sincère. « Mademoiselle Vance, a-t-il dit en prenant le paquet. « Merci d'avoir fait ça si rapidement. »« J'espère qu'elle vous ira, » a répondu Margaret. « Si elle a besoin d'ajustement, faites-le moi savoir. Je suis sûr qu'elle est parfaite. » Ashton a fait un geste vers la salle à manger.
On y va. La salle à manger de l'Hôtel Planters était l'un des établissements les plus agréables de Leavenworth. Il y avait des nappes blanches et de vraies assiettes en porcelaine au lieu de l'étain. Ashton a tenu la chaise de Margaret pour elle avant de prendre sa propre place. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'un homme lui avait montré une telle courtoisie. Ils ont commandé du poulet rôti avec des pommes de terre et des carottes. Et pendant qu'ils mangeaient, ils ont parlé. Ashton lui a raconté la vie dans les montagnes. Il lui a parlé de la traque des élans dans la neige profonde et des aigles planant au-dessus des pics couverts de pins. Il a décrit sa cabane, une structure solide qu'il avait construite lui-même avec d'épais murs en rondins et une cheminée en pierre. Elle gardait la chaleur même par les temps les plus froids. Il a parlé de la solitude, de la façon dont la nature pouvait guérir l'esprit d'une personne si on la laissait faire. Margaret s'est retrouvée à s'ouvrir en retour. Elle lui a parlé de son amour de la couture. Elle lui a dit comment créer quelque chose de beau à partir d'un simple tissu lui donnait un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais trouvé ailleurs. Elle a soigneusement édité son passé, mentionnant seulement que son père était mort et qu'elle avait eu besoin d'un nouveau départ. Ashton n'a pas insisté pour avoir des détails. Il semblait comprendre que certaines choses étaient trop douloureuses pour être partagées avec quelqu'un que l'on vient de rencontrer. Pourquoi Leavenworth? A demandé Ashton, alors qu'ils finissaient leur repas. Il semble que Saint-Louis aurait plus d'opportunités pour une couturière qualifiée. Trop de souvenirs, a admis Margaret. Parfois, il faut laisser le passé derrière soi et recommencer quelque part de nouveau. Ashton a hoché la tête lentement. Je comprends ça. Quand mon oncle est mort, j'ai pensé à partir, à trouver un territoire différent. Mais j'ai réalisé que je ne fuyais plus rien. J'avais trouvé ma place. Il a fait une pause, ses yeux bleus l'étudiant. Vous pensez que Leavenworth est votre place? Je ne sais pas encore, a dit Margaret. Honnêtement, je suis encore en train de chercher. Ils ont parlé jusqu'à ce que la salle à manger commence à se vider. Et quand Ashton a finalement raccompagné Margaret à la pension, elle avait l'impression de le connaître depuis des années au lieu de 2 jours. À la porte d'entrée, il lui a souhaité bonne nuit avec une parfaite bienséance, promettant de passer à la boutique avant de quitter la ville. Au cours des 3 jours suivants, Ashton a trouvé des excuses pour visiter la boutique de Rob. Il avait besoin de mouchoirs, disait-il, et de bretelles. Et Margaret pouvait-elle recommander une bonne couturière pour réparer une déchirure dans son manteau? Madame Henderson observait avec un amusement à peine dissimulé, mais elle ne commentait jamais les visites fréquentes du montagnard. Le 4e jour, Margaret est arrivée à la boutique et a trouvé de l'agitation dans la rue. Une foule s'était rassemblée près de la banque. Quand elle s'est frayé un chemin pour voir ce qui se passait, son sang s'est glacé. Jim Bradley gisait au sol, le sang s'écoulant d'une blessure au côté. Le shérif se tenait au-dessus de 3 hommes menottés. « Que s'est-il passé? » a demandé Margaret à Mademoiselle Foster, qui se tenait à proximité, la main sur la bouche. « Braquage de banque », a chuchoté l'institutrice. Ces 3-là ont essayé de braquer la banque et Jim Bradley a essayé de les arrêter. Ils lui ont tiré dessus avant que le shérif et ses adjointes n'arrivent. Margaret a ressenti une vague d'émotions compliquées. Jim lui avait fait du tort, mais il ne méritait pas de mourir pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Elle a regardé le docteur Morrison, le médecin de la ville, s'agenouiller près du cow-boy blessé et commencer à examiner la plaie. « Il va s'en sortir ?» a crié quelqu'un. « Difficile à dire » a répondu le docteur Morrison d'un air sombre. « La balle est allée profond. Je dois l'emmener à mon cabinet tout de suite. » Plusieurs hommes ont soulevé Jim sur une civière de fortune et l'ont emporté. La foule a commencé à se disperser, les gens retournant à leurs affaires quotidiennes avec l'acceptation décontractée de la violence qu'exigeait la vie à la frontière. Margaret est restée figée, se souvenant du baiser qui avait tout changé, des excuses qui semblaient si importantes il y a quelques jours à peine. « Venez, ma chère, a dit doucement Madame Henderson, apparaissant à son coude. « Ouvrons la boutique. Il n'y a rien que nous puissions faire pour ce jeune homme maintenant, à part prier. » Margaret a fait son travail machinalement ce jour-là, mais son esprit était ailleurs. Quand Ashton est apparu à l'heure de la fermeture, elle a failli s'effondrer de soulagement en le voyant entier et en bonne santé. « Vous avez entendu pour le braquage? » a dit Ashton sans préambule. « Vous allez bien? »« Je vais bien, c'est juste perturbant. » Margaret a verrouillé la porte de la boutique et s'est tournée pour lui faire face. Jim Bradley, le cow-boy qui m'a embrassé, il a été touché en essayant de les arrêter. L'expression d'Ashton s'est assombrie. «
J'ai entendu ça aussi. Une chose stupide à faire, affronter 3 hommes armés sans renfort. Courageux, mais stupide. Est-ce que ce que vous auriez fait? A demandé Margaret. Ça dépend de la situation, a dit Ashton pensivement. Si je pensais pouvoir faire une différence sans me faire tuer, oui. Mais j'ai appris à choisir mes batailles. Il n'y a pas de honte à rester en vie pour se battre un autre jour. Ils ont marché ensemble vers la pension, aucun d'eux ne parlant pendant un moment. Finalement, Ashton s'est raclé la gorge. Je prévois de retourner dans les montagnes demain. Je dois vérifier mes pièges et me préparer pour l'automne. Mais j'aimerais vous revoir, mademoiselle Vance. Peut-être quand je redescendrai à l'automne pour le ravitaillement. Margaret a ressenti une pointe de déception qui l'a surprise. Elle savait qu'Ashton partirait bientôt, mais d'une certaine manière, elle avait espéré plus de temps. J'aimerais ça, a-t-elle dit doucement. Bien, Ashton s'est arrêté aux marches de la pension et a tendu la main pour toucher doucement la sienne. C'était la première fois qu'il établissait un contact physique depuis leur rencontre. La chaleur de sa paume calleuse contre sa peau lui a envoyé un frisson. Prenez soin de vous, Margaret, et si quelqu'un vous embête, dites-le au shérif Patterson. C'est un homme bon qui veillera à ce que justice soit faite. Je le ferai. Soyez prudent dans les montagnes, Ashton. Il a serré sa main une fois, puis l'a relâchée et s'est éloigné. Margaret a regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, comptant déjà les semaines jusqu'à l'automne. 2 mois ont passé, l'été a laissé place à septembre, et la chaleur du Kansas s'est adoucie en journées agréables et nuits fraîches. Jim Bradley a survécu à sa blessure, bien qu'il ait marché avec une boiterie permanente par la suite. Il n'a plus jamais embêté Margaret, et Vermi. Mais parfois, elle le voyait l'observer de l'autre côté de la rue, avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Margaret s'est jetée dans son travail, créant de belles robes et des vêtements de tous les jours avec une compétence égale. Madame Henderson a commencé à la laisser gérer plus de travail de conception, faisant confiance à son œil pour la couleur et le style. La responsabilité supplémentaire venait avec une paye supplémentaire, et Margaret a pu économiser une petite somme chaque semaine pour un avenir incertain. Elle pensait souvent à Ashton, se souvenant de la façon dont il l'avait fait se sentir en sécurité et valorisé sans rien demander en retour. Aucune nouvelle ne venait de lui, mais elle ne s'attendait pas vraiment à en avoir. Les montagnards n'écrivaient pas de lettres et n'envoyaient pas de télégrammes. Ils vivaient selon leurs propres horaires, ne répondant à personne d'autre qu'à eux-mêmes et aux dures exigences de la nature. Un matin frais d'octobre, Margaret aidait une cliente à choisir du tissu quand la porte de la boutique s'est ouverte. Ashton Vale est entré, l'air encore plus robuste que dans ses souvenirs. Sa peau était plus foncée après des semaines passées au soleil. Il y avait une nouvelle cicatrice sur son avant-bras gauche, une fine ligne blanche qui ressortait sur sa chair bronzée. Mademoiselle Vance, a-t-il dit, et la chaleur dans sa voix a fait bondir son cœur. C'est bon de vous revoir, Monsieur Vale. Margaret n'a pas pu empêcher le sourire qui s'est étalé sur son visage. Bienvenue à nouveau à Leavenworth. J'espère que vous avez eu une saison fructueuse. Très fructueuse. C'est pourquoi je suis ici. Ashton a jeté un coup d'œil à Madame Henderson, qui observait avec intérêt. J'espérais pouvoir vous parler en privé quand vous aurez fini le travail aujourd'hui. J'ai une proposition d'affaires à discuter. Une proposition d'affaires, a répété Margaret, la curiosité luttant avec la déception. Elle avait espéré quelque chose de plus personnel, mais peut-être avait-elle mal lu son intérêt. Entre autres choses, a ajouté Ashton, ses yeux bleus pétillants. Disons 18 heures à l'hôtel. 18 heures, a accepté Margaret, essayant d'ignorer le regard entendu de Madame Henderson. L'après-midi s'est traîné interminablement. Quand 18 heures sont enfin arrivées, Margaret a pratiquement couru jusqu'à l'hôtel Planters, puis s'est forcée à ralentir et à entrer dans le hall avec la bienséance appropriée. Ashton attendait au même endroit où ils s'étaient rencontrés pour dîner 2 mois plus tôt. Mais cette fois, il avait l'air nerveux, ses mains jouant avec son chapeau. « Marchons », a-t-il suggéré. « C'est une belle soirée, et ce que j'ai à dire serait mieux discuté quelque part en privé. » Ils ont marché jusqu'à la limite de la ville où la prairie s'étendait en vagues dorées sous le soleil couchant. Ashton est resté silencieux pendant un long moment, et Margaret a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'aille pas. « J'ai pensé à vous tout l'été », a finalement dit Ashton, sur mes lignes de piège. Je n'arrêtais pas d'imaginer ce que ce serait de vous avoir là-bas avec moi, de rentrer à la maison vers quelqu'un qui se souciait de savoir si je revenais sain et sauf, d'avoir des conversations près du feu
et de me réveiller à côté de quelqu'un que j'aimais. Le souffle de Margaret s'est coupé. Ashton, Laissez-moi finir, a-t-il dit doucement. Je sais qu'on se connaît à peine. Je sais que je demande beaucoup, mais je ne rajeunis pas et je suis fatigué d'être seul. J'ai une bonne affaire, une maison solide et assez d'économies pour bien subvenir aux besoins d'une famille. Ce que je n'ai pas, c'est quelqu'un avec qui le partager. Il a arrêté de marcher et s'est tourné pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. Margaret Vance, je vous demande de m'épouser. Venez dans les montagnes avec moi. Soyez ma femme. Laissez-moi passer le reste de ma vie à vous rendre heureuse. Je sais que ce n'est pas une vie facile et que vous seriez isolée pendant les mois d'hiver. Ah, ah, mais je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être digne de vous. Margaret le fixait, son esprit s'emballant. C'était trop rapide, trop soudain, trop intense. Elle avait été courtisée auparavant à Saint-Louis, mais ces hommes s'étaient intéressés aux relations d'affaires de son père, pas à elle. Ashton lui offrait quelque chose de complètement différent. Un partenariat basé sur une affection sincère et le respect. « Je ne connais rien à la vie dans les montagnes », a-t-elle dit lentement. « Je suis une fille de la ville, Ashton. Je sais coudre et tenir une maison, mais je n'ai jamais tiré au fusil ni dépecé un lapin. Je vous apprendrai tout ce que vous devez savoir, a promis Ashton, et vous m'apprendrez des choses aussi. Comment apprécier la beauté et l'artisanat? Comment faire d'une maison un foyer? Nous apprendrons ensemble. Et si je n'y arrive pas? Et si je déteste l'isolement et le froid et le travail constant? Alors on trouvera autre chose, a dit Ashton simplement. Peut-être qu'on partagera notre temps entre la cabane et la ville. Peut-être qu'on finira par vendre la propriété de montagne et s'installer ailleurs. Je ne vous demande pas de tout sacrifier pour moi, Margaret. Je vous demande de construire une vie avec moi, peu importe à quoi cela finira par ressembler. Margaret a regardé dans ses yeux bleus et n'y a vu que sincérité et espoir. Cet homme fort, capable et doux, la voulait. Pas pour ses relations ou sa beauté, ou ce qu'elle pouvait faire pour lui, mais simplement pour elle-même. Quand est-ce que quelqu'un l'avait voulu juste pour elle? Oui, s'est-elle entendu dire, oui, je vais vous épouser. La joie qui s'est répandue sur le visage d'Ashton était comme regarder le soleil se lever sur les montagnes qu'il avait décrites. Il l'a attirée dans ses bras, la tenant soigneusement comme si elle risquait de se briser, et puis il l'a embrassée. Contrairement au baiser volé de Jim Bradley, celui-ci était donné librement. C'était une promesse scellée avec chaleur et tendresse, et le soupçon d'une passion soigneusement contenue. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux étaient à bout de souffle et souriants. « C'est pour quand ?» a demandé Ashton. « Je ne veux pas vous presser, mais l'hiver arrive tôt dans les hautes terres. Si nous voulons vous installer dans la cabane avant de la première neige, nous devrions probablement partir dans le mois. » « Un mois, a répété Margaret, son esprit tournant déjà avec tout ce qui devait être fait. Elle devrait donner son préavis à Madame Henderson, emballer ses affaires, organiser un mariage, dire au revoir aux quelques amis qu'elle s'était fait à Leavenworth. Cela semblait impossible, mais en regardant le visage plein d'espoir d'Ashton, elle savait qu'elle trouverait un moyen. Les 4 semaines suivantes ont passé dans un tourbillon d'activités. Madame Henderson était triste de perdre sa meilleure couturière, mais ravie de la raison. Elle a insisté pour aider Margaret à créer une robe de mariée dont on parlerait pendant des années. La robe était faite de soie couleur crème que Madame Henderson avait gardée pour une occasion spéciale. Elle avait de la dentelle délicate au col et au poignet que Margaret avait cousu à la main tard le soir à la pension. Ashton passait ses journées à vendre ses fourrures et ses peaux, à reconstituer les stocks pour l'hiver et à faire des arrangements pour leur voyage. Il a acheté 2 chevaux robustes, une mule de bas et assez de provisions pour tenir jusqu'au printemps. Il a aussi acheté des cadeaux pour Margaret, une cape en laine chaude doublée de fourrure de lapin, des gants en cuir conçus pour des mains de femme et un magnifique médaillon en argent qui avait appartenu à sa mère. « Je veux que vous ayez ceci, a-t-il dit, en lui donnant le médaillon. Ma mère le portait tous les jours de sa vie et mon père le lui a donné le jour de leur mariage. C'est la seule chose d'elle qu'il me reste. » Margaret a ouvert le médaillon pour trouver 2 minuscules portraits à l'intérieur. L'un d'un homme à l'air sévère et l'autre d'une femme aux yeux doux et aux cheveux foncés. « Elle était belle, a chuchoté Margaret. Merci de me faire confiance avec ça. Vous allez être ma femme, a dit Ashton en touchant doucement sa joue. Tout ce que j'ai est à vous. Ils se sont mariés par un après-midi ensoleillé d'octobre
dans la petite église méthodiste à la limite de la ville. Margaret portait sa robe en soie crème et tenait un bouquet de fleurs sauvages qu'Ashton avait cueilli lui-même. Madame Henderson était sa demoiselle d'honneur et l'un des partenaires commerciaux d'Ashton, un montagnard grisonnant nommé Tom Williams, a servi de témoin. Le shérif Patterson et sa femme étaient présents, ainsi que la plupart des gens que Margaret avait appris à connaître pendant son temps à Leavenworth. Même Jim Bradley s'est montré, se tenant au fond de l'église avec son chapeau à la main. Quand la cérémonie fut terminée et que Margaret et Ashton remontaient l'allée en tant que mari et femme, Jim a croisé le regard de Margaret et a hoché la tête une fois. C'était un geste de respect et peut-être de regret. Margaret a hoché la tête en retour, lui pardonnant silencieusement ce baiser volé qui semblait s'être produit dans une autre vie. La célébration du mariage a eu lieu à l'hôtel Planters, avec de la nourriture et de la danse qui ont duré bien après la tombée de la nuit. Margaret a dansé avec son nouveau mari, apprenant les pas des reels et des valses de la frontière qui étaient plus rapides et moins formelles que les danses qu'elle avait connues à Saint-Louis. Ashton la tenait près de lui, ses bras forts la guidant à travers les mouvements, et Margaret se sentait plus en sécurité et plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Cette nuit-là, ils ont consommé leur mariage dans la chambre d'hôtel d'Ashton. Margaret a découvert que son mari était aussi doux et attentionné au lit qu'il l'était dans tous les autres aspects de sa vie. Il a pris son temps pour s'assurer qu'elle était à l'aise et prête, et quand ils se sont finalement unis, cela semblait naturel et juste, comme deux pièces d'un puzzle s'emboîtant enfin. Après, alors qu'ils étaient allongés, emmêlés dans les draps avec le clair de lune entrant par la fenêtre, Ashton a embrassé son front et a chuchoté « Merci d'avoir pris un risque avec moi, Margaret. Je promets que vous ne le regretterez pas. » « Je ne le regrette déjà pas, » a répondu Margaret en se blottissant contre sa chaleur. « C'est le plus grand bonheur que j'ai ressenti depuis longtemps. » Ils ont quitté Leavenworth 3 jours plus tard, menant leurs chevaux et leurs mules vers l'ouest, vers les montagnes lointaines. Le voyage prendrait près de 2 semaines, a expliqué Ashton, suivant d'anciennes routes commerciales et des sentiers de gibier à travers un terrain de plus en plus accidenté. Margaret n'avait jamais fait un voyage aussi long auparavant. Chaque soir, quand ils montaient le camp, elle était épuisée et endolorie par les longues heures en selle, mais elle était aussi exaltée. La prairie a laissé place à des collines vallonnées, et les collines ont laissé place à des montagnes escarpées couvertes de pins et de trembles qui brillaient comme de l'or sous le soleil d'automne. Ashton lui montrait des traces de cerf et des signes d'élan. Il lui montrait comment lire le temps dans les nuages et lui apprenait à cuisiner sur un feu ouvert. La nuit, ils dormaient serrés l'un contre l'autre sous des couvertures et des étoiles. Margaret a appris à aimer le son des coyotes hurlant au loin et le bruissement du vent dans les feuilles. Il voyait d'autres voyageurs occasionnellement, surtout des commerçants et des trappeurs, se dirigeant vers les colonies avant que l'hiver ne s'installe. Ashton les saluait tous avec une courtoisie amicale mais prudente, ne révélant jamais où ils allaient ni combien ils transportaient. « On ne sait jamais à qui on peut faire confiance ici, » a-t-il expliqué à Margaret. « La plupart des gens sont honnêtes, mais il y en a toujours quelques-uns qui vous trancheraient la gorge pour un bon cheval ou un manteau chaud. » Un après-midi, environ 10 jours après le début de leur voyage, ils ont rencontré 3 hommes à cheval qui ont donné la chair de poule à Margaret. C'étaient des personnages à l'air rude avec des yeux fuyants et des armes qui semblaient trop bien entretenues pour un travail honnête. Leur chef, un homme marqué de cicatrices avec une dent manquante, s'est avancé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, l'ami, » a-t-il dit à Ashton. « C'est une bien belle mule de bar que vous avez là. Elle doit transporter des provisions précieuses, juste des provisions pour l'hiver, » a répondu Ashton d'un ton égal. Sa main reposait nonchalamment sur son fusil et Margaret a remarqué la façon dont tout son corps s'était tendu comme un loup se préparant à combattre. Rien qui ne vous intéresserait. Maintenant, comment savez-vous ce qui nous intéresserait? Le sourire de l'homme cicatrisé s'est élargi. Peut-être que nous cherchons des provisions pour l'hiver nous-mêmes. Ça nous éviterait la peine d'aller jusqu'en ville. Trouvez vos propres provisions, a dit Ashton. Sa voix est descendue dans un registre dangereux que Margaret n'avait jamais entendu auparavant. Ma femme et moi passons pacifiquement et nous avons l'intention que cela reste ainsi. Votre femme, l'un des autres hommes, a lorgné Margaret. Une jolie chose comme ça ici au milieu de nulle part, je parie qu'elle vaut plus que n'importe quelle provision. La main de Margaret s'est déplacée vers le pistolet
qu'Ashton avait insisté pour qu'elle porte, bien qu'elle ne l'ait jamais tirée. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser dans sa poitrine. Ashton a bougé avec une vitesse explosive soudaine, levant son fusil et l'armant en un seul mouvement fluide. « Vous avez deux choix, les gars, » a-t-il dit doucement. « Vous pouvez partir tout de suite et oublier que vous nous avez vus, ou vous pouvez tenter votre chance et voir combien d'entre vous je peux abattre avant que vous ne m'ayez. Quoi qu'il en soit, ma femme est armée aussi, et je lui ai appris à viser la poitrine. Alors, qu'est-ce que ça va être? » Les trois hommes ont échangé des regards, réévaluant clairement la situation. Le sourire de l'homme cicatrisé a vacillé. « Maintenant, attendez, l'ami. Pas besoin de devenir hostile. On faisait juste la conversation. »« La conversation est finie, » a dit Ashton. « Roulez. » Ils sont partis, éprenant leurs chevaux au galop et disparaissant dans les arbres. Ashton a gardé son fusil prêt jusqu'à ce qu'il soit loin hors de vue, puis l'a finalement baissé et s'est tourné vers Margaret. « Vous allez bien? » a-t-il demandé, sa voix redevenue douce. Margaret a réalisé qu'elle tremblait. « Oui, je pense. Aurait-il vraiment essayé de nous voler? » « Peut-être. Probablement. » Ashton a sécurisé son fusil et a rapproché son cheval du sien, tendant la main pour toucher la sienne. « C'est la réalité de la vie à la frontière, Margaret. Il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Parfois, les mauvaises pensent qu'elles peuvent te prendre ce qu'elles veulent parce qu'il n'y a pas de loi pour les arrêter. C'est pourquoi j'ai besoin que vous appreniez à tirer et à faire confiance à votre instinct. Si quelque chose semble mauvais, ça l'est probablement. » « J'étais terrifié, » a admis Margaret. « Moi aussi, » a dit Ashton. « Mais je n'allais rien laisser vous arriver. C'est une promesse que j'ai faite quand je vous ai épousé, et c'est une promesse que j'ai l'intention de tenir. » Ils ont continué leur route, plus prudents maintenant, et Margaret s'est retrouvée à regarder son mari avec de nouveaux yeux. Il n'était pas juste un doux montagnard qui piégeait et commerçait pour vivre. Il était un protecteur. Quelqu'un qui se tiendrait entre elle et le danger sans hésitation. Cette réalisation lui a fait l'aimer encore plus. 5 jours plus tard, ils ont atteint la cabane d'Ashton. Elle était située dans une haute vallée entourée de pics imposants, accessible seulement par un sentier étroit qui serpentait à travers une forêt dense et traversait un ruisseau cristallin. La cabane elle-même était plus grande que ce à quoi Margaret s'attendait. Elle avait d'épais murs en rondins colmatés, avec de la boue et de la mousse, une solide cheminée en pierre et de vraies fenêtres en verre qui avaient dû coûter une fortune à transporter en haut de la montagne. « Bienvenue à la maison », a dit Ashton en descendant de cheval et en aidant Margaret à descendre du sien. « Ce n'est pas luxueux, mais c'est chaud et sec, et c'est à nous. » À l'intérieur de la cabane se trouvait une seule grande pièce avec une mezzanine pour dormir accessible par une échelle robuste. La cheminée dominait un mur et il y avait un vrai poêle en fer pour cuisiner, une table avec 4 chaises, des étagères remplies de provisions et un grand lit couvert de couvertures en fourrure. Tout était soigné et bien organisé, montrant les habitudes d'un homme qui vivait seul et devait garder une trace de ses affaires. « C'est merveilleux, » a dit Margaret honnêtement. « Je peux déjà voir des moyens de la rendre plus confortable, plus comme un vrai foyer. » Au cours des semaines suivantes, Margaret s'est installée dans sa nouvelle vie. Ashton lui a appris à tirer, commençant avec un pistolet et progressant vers un fusil. Elle apprenait vite, et bientôt elle pouvait toucher une cible à 20 pas le plus souvent. Il lui a montré comment conserver la viande, comment reconnaître les plantes comestibles, comment lire les signes qui annonçaient une tempête. Elle lui a appris à apprécier les petites touches qui rendaient une maison civilisée. Des rideaux aux fenêtres, une nappe pour les repas, du pain frais au lieu des biscuits secs. L'hiver est arrivé tôt cette année-là, avec les premières neiges tombant à la mi-novembre. Ashton avait eu raison à propos de l'isolement. Une fois les grosses neiges commencées, ils étaient complètement coupés du monde extérieur. Mais cela ne dérangeait pas Margaret. Elle avait sa couture pour l'occuper, créant des vêtements chauds pour eux deux et des pièces décoratives pour égayer la cabane. Ashton travaillait sur son équipement, sculptait des bols et des cuillères en bois, et apprenait à Margaret à jouer aux échecs avec un jeu qu'il avait fabriqué lui-même. La nuit, ils parlaient pendant des heures près du feu, partageant des histoires de leur passé et des rêves pour leur avenir. Ashton lui a parlé de l'oncle qui l'avait élevé, un homme bourru mais gentil, qui ne s'était jamais marié, mais avait traité Ashton comme son propre fils. Margaret s'est enfin ouverte sur le problème de jeu de son père,
les créanciers qui avaient tout pris et la honte qui l'avait poussé vers l'ouest. Vous n'avez pas à avoir honte, a dit Ashton fermement en la serrant contre lui. Les dettes de votre père n'étaient pas votre responsabilité, et vous avez fait ce qu'il fallait pour survivre. Ça demande du courage. Je me suis enfui, a protesté Margaret. Vous avez fait une retraite stratégique, a corrigé Ashton. Il y a une différence. Et regardez où ça vous a mené. Si vous étiez resté à Saint-Louis, nous ne nous serions jamais rencontrés. Margaret l'a embrassé, mettant toute sa gratitude et son amour dans ce geste. Je suis contente d'être venue ici. Je suis contente d'avoir pris un risque avec vous. Je suis content que vous l'ayez fait aussi, a murmuré Ashton contre ses lèvres. Vous m'avez rendu plus heureux que je ne l'aurais jamais cru possible. Cet hiver-là, ils se sont encore rapprochés, apprenant les rythmes et les préférences de l'autre. Margaret a découvert qu'Ashton ronflait quand il dormait sur le dos, mais était silencieux sur le côté. Ashton a appris que Margaret aimait fredonner en cousant et qu'elle avait un terrible penchant pour le sucre qui ne pouvait être satisfait que par une fournée occasionnelle de biscuits à la mélasse. Ils se disputaient parfois, généralement pour de petites choses comme l'organisation des provisions ou l'utilisation des précieuses bougies, mais ils résolvaient toujours leurs différends avec compromis et affection. Au début du printemps, quand la neige a commencé à fondre et que les sentiers sont redevenus praticables, Ashton a commencé à vérifier ses lignes de piège. L'hiver avait été bon pour eux, a-t-il rapporté, trouvant de nombreuses peaux de castor et de martre qui se vendraient à prix d'or à Leavenworth. Margaret l'a accompagné lors de certaines de ses sorties, apprenant à naviguer dans la forêt et gagnant en force et en confiance à chaque expédition. Un matin de fin avril, ils revenaient de la vérification d'un ensemble de pièges particulièrement éloignés quand ils ont entendu des coupes de feu résonner à travers les arbres. Ashton s'est immédiatement mis en alerte, signalant à Margaret de rester silencieuse et de suivre de près. Ils se sont déplacés prudemment à travers la forêt, traquant le son jusqu'à ce qu'ils tombent sur une scène qui a glacé le sang de Margaret. Une famille, des colons apparemment, avait été attaquée. Leurs chariots étaient renversés, leurs affaires éparpillées sur le sol. Un homme gisait immobile près du chariot, le sang s'accumulant sous lui. Une femme était accroupie derrière un tronc tombé avec 2 jeunes enfants, tirant au pistolet sur 3 hommes qui essayaient de contourner sa position. C'étaient les mêmes 3 hommes qui avaient essayé de voler Ashton et Margaret des mois plus tôt. « Restez ici », a ordonné Ashton. Mais Margaret a secoué la tête. « Je sais tirer maintenant », a-t-elle dit, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Vous m'avez appris. Laissez-moi aider. » Ashton l'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. « D'accord, mais restez à couvert et ne prenez aucun risque inutile. Visez celui de gauche. Je prends le chef. » Ils se sont mis en position, utilisant les arbres pour se couvrir. Ashton a donné à Margaret un compte de 3, puis ils ont tiré simultanément. Le tir de Margaret a touché sa cible à l'épaule, le faisant pivoter et s'écraser au sol. Le tir d'Ashton était plus précis, touchant le chef cicatrisé à la poitrine et le faisant tomber instantanément. Le 3e homme, voyant ses compagnons tomber, s'est retourné pour courir, mais la femme derrière le tronc n'avait pas fini de se battre. Elle s'est levée et a tiré 3 fois rapidement, touchant l'homme en fuite dans le dos et l'envoyant rouler face contre terre. Pendant un moment, il n'y a eu que le silence et l'odeur de la poudre. Puis la femme a lâché son pistolet et a couru vers son mari tombé, sanglotant en vérifiant s'il était en vie. Ashton et Margaret ont émergé des arbres, s'approchant prudemment. « Il est vivant », a haleté la femme, levant vers eux des joues striées de larmes. « Il respire. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider ?» Ashton s'est agenouillé près de l'homme blessé, examinant ses plaies avec une efficacité rodée. La balle a traversé son côté, a manqué tout organe vital. Il a de la chance, mais nous devons l'emmener quelque part où nous pourrons soigner correctement ses blessures. Notre cabane est à environ 5 kilomètres d'ici, a dit Margaret, pensant déjà à la suite. Nous pouvons faire un travois et le traîner là-bas. Ce ne sera pas confortable, mais c'est mieux que de le laisser ici. En travaillant ensemble, ils ont construit un travois simple en utilisant des branches et de la corde du chariot renversé. La femme s'est présentée comme Sarah Miller et ses enfants étaient Daniel, 7 ans, et Emma, 5 ans. Ils voyageaient du Missouri vers l'Oregon quand les 3 hommes les avaient attaqués, les suivant apparemment depuis la dernière ville où ils s'étaient arrêtés pour des provisions. Ils ont dit qu'ils nous observaient
a expliqué Sarah alors qu'ils avançaient lentement vers la cabane. Ils attendaient que nous soyons assez loin de la civilisation pour que personne ne nous entende crier. Si vous n'étiez pas arrivés à ce moment-là, ils nous auraient tous tués. Vous les avez plutôt bien retenues toutes seules, a observé Ashton. C'était un bon tir. Mon mari m'a appris, a dit Sarah en jetant un coup d'œil au travois, où son mari perdait et reprenait conscience. Il a toujours dit qu'une femme à la frontière devait savoir se défendre. À la cabane, Margaret et Sarah ont soigné les blessures de Monsieur Miller pendant qu'Ashton s'occupait des enfants, les gardant occupés et calmes. La balle avait effectivement traversé proprement, et bien qu'il y ait un risque d'infection, la blessure ne menaçait pas immédiatement sa vie. Margaret a utilisé les compétences qu'elle avait apprises en observant le Dr. Morrison à Leavenworth, nettoyant et pansant la plaie avec une compétence qui l'a surprise elle-même. Au cours des 2 semaines suivantes, la famille Miller est restée dans la cabane pendant que Monsieur Miller, dont le prénom était John, se remettait de ses blessures. C'était bondé avec 6 personnes dans un espace conçu pour une, mais personne ne se plaignait. Les enfants dormaient dans la mezzanine avec Margaret et Ashton, tandis que John et Sarah prenaient le grand lit. Margaret cuisinait pour tout le monde, étirant leurs provisions autant qu'elle le pouvait, tandis qu'Ashton chassait de la viande fraîche et que Sarah aidait aux corvées autant qu'elle le pouvait tout en s'occupant de son mari. Pendant les longues soirées, les 2 familles partageaient des histoires et devenaient amies. John avait été charpentier dans le Missouri, mais voulait sa propre terre et des opportunités pour ses enfants que l'Est surpeuplé ne pouvait pas offrir. Sarah était une institutrice qui rêvait d'ouvrir une école là où il s'installerait finalement. Les enfants étaient résilients et adaptables, transformant la cabane en terrain de jeu et traitant toute l'aventure comme un jeu passionnant. « Vous nous avez sauvé la vie », a dit John un soir après que les enfants se soient endormis. « Je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous rembourser. » « Vous n'avez pas besoin de nous rembourser, » a répondu Ashton. « Nous avons juste fait ce que n'importe qui ferait. »« Pas n'importe qui, » a corrigé Sarah. « La plupart des gens auraient pensé à eux-mêmes et auraient continué leur chemin. Ce que vous avez fait, venir aider des étrangers, risquer vos propres vies, c'est rare, c'est spécial. »« Ma femme et moi avons tous deux eu une seconde chance, » a dit Ashton en prenant la main de Margaret. « Nous savons ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Nous sommes juste contents d'avoir pu être là pour vous. » Quand John a finalement été assez fort pour voyager, Ashton l'a aidé à réparer le chariot et à vérifier leurs provisions. Beaucoup avaient été perdus ou endommagés dans l'attaque, mais il en restait assez pour les mener jusqu'à la prochaine colonie s'ils faisaient attention. Avant de partir, Sarah a serré Margaret fort dans ses bras. « Si jamais nous nous installons quelque part, venez nous rendre visite, » a-t-elle insisté. « Promettez-le-moi. Notre porte sera toujours ouverte pour vous et Ashton. »« Je le promets, » a dit Margaret, surprise de trouver des larmes dans ses yeux. Cette famille qui avait brièvement transformé leur cabane tranquille en un foyer bruyant et chaotique allait lui manquer. Après le départ des Miller, la cabane semblait trop calme. Margaret s'est retrouvée à penser aux enfants, à ce que ce serait d'avoir sa propre famille. Elle et Ashton étaient mariés depuis 8 mois maintenant, et bien qu'ils aient discuté d'avoir des enfants un jour, ils n'avaient pas sérieusement parlé du moment. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble au lit, Margaret a abordé le sujet. « Ashton, que penses-tu de fonder une famille? » Ashton s'est tourné pour la regarder, son expression pensive. « J'aimerais beaucoup ça, mais je veux m'assurer que tu es prête. Amener un enfant dans cette vie avec l'isolement et les difficultés, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. »« Je sais, » a dit Margaret, « mais je pense que je suis prête. Je pense que nous sommes prêts. Nous avons prouvé que nous pouvons gérer tout ce que cette vie nous lance. Et après avoir vu Daniel et Emma, j'ai réalisé à quel point je veux ça. Des enfants à nous, une famille à aimer et à protéger. Alors faisons en sorte que ça arrive, a dit Ashton en la serrant contre lui et en l'embrassant profondément. Construisons la famille que nous voulons tous les deux. L'été est arrivé, et avec lui le travail difficile de préparation pour un nouvel hiver. Ashton a agrandi la cabane, ajoutant une 2e pièce qui pourrait servir de chambre d'enfant le moment venu. Margaret a travaillé sur des vêtements de bébé, cousant de minuscules robes et couvertures, avec le même soin qu'elle mettait autrefois dans les robes de bal pour les dames riches. À l'automne, quand ils ont fait leur voyage annuel à Leavenworth pour échanger des fourrures et acheter des provisions, Margaret était certaine d'être enceinte. Le Dr. Morrison a confirmé ses soupçons.
Vous êtes à environ 3 mois, Madame Val, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. On dirait que vous aurez un bébé au printemps prochain. Félicitations. Margaret et Ashton ont célébré avec un dîner à l'hôtel Planters, le même endroit où leur cours avait commencé. Madame Henderson a organisé une petite fête à la boutique de Rob, donnant à Margaret plusieurs magnifiques couvertures de bébé qu'elle avait brodées elle-même. Même le shérif Patterson est passé pour offrir ses félicitations, observant que Leavenworth grandissait et pourrait probablement soutenir un autre médecin ou une sage-femme si Margaret voulait revenir à la civilisation pour la naissance. Merci, mais nous nous en sortirons, l'a assuré Margaret. Ashton en sait autant sur les accouchements que n'importe quel médecin, et je lui fais totalement confiance. Ils sont retournés dans les montagnes début novembre, faisant la course contre les premières grandes tempêtes de neige. Margaret était enceinte de 4 mois maintenant, et cela se voyait assez pour qu'Ashton insiste pour faire la plupart des gros travaux autour de la cabane. Elle cousait, cuisinait et se préparait pour l'arrivée du bébé, essayant de ne pas s'inquiéter de tout ce qui pourrait mal tourner pendant l'accouchement, surtout dans un endroit aussi isolé. L'hiver a été long et dur cette année-là. La neige tombait épaisse et souvent, les piégeant parfois dans la cabane pendant des jours. La grossesse de Margaret progressait normalement, cependant, et Ashton était attentif à ses moindres besoins, allant chercher de l'eau et du bois, s'assurant qu'elle mangeait bien et se reposait assez. Ils passaient de longues soirées à discuter des prénoms de bébé et à imaginer à quoi ressemblerait leur enfant. Fin mars, Margaret a commencé le travail. C'était un accouchement difficile qui a duré près de 20 heures, et il y a eu des moments où elle et Ashton étaient terrifiés que quelque chose ne tourne mal. Mais finalement, juste au moment où le soleil se levait sur les montagnes, leur fils est né, le visage rouge et criant avec des poumons sains. Il est parfait, a chuchoté Ashton, berçant le minuscule bébé avec une douceur surprenante pour de si grandes mains. Absolument parfait. Ils l'ont nommé Andrew Vale, et il était en effet parfait. Il avait les yeux bleus d'Ashton et les cheveux bruns de Margaret, et dès le début, c'était un bébé de bonne humeur qui pleurait rarement. Margaret s'est remise de la naissance lentement mais sûrement, et Ashton s'est révélé être un père naturel, patient et aimant avec son nouveau fils. Alors que le printemps se transformait en été, Andrew devenait plus fort et plus alerte. Il souriait à ses parents, gazouillait joyeusement quand Ashton lui chantait et semblait trouver une fascination sans fin à regarder sa mère coudre. Margaret ressentait un contentement qu'elle n'avait jamais connu auparavant, une profonde satisfaction dans cette vie qu'elle avait construite dans les montagnes avec l'homme qu'elle aimait. En août, quand Andrew avait 5 mois, ils ont fait leur voyage à Leavenworth. La ville avait considérablement grandi au cours des 2 années depuis l'arrivée de Margaret, avec de nouveaux bâtiments et commerces surgissant le long des rues principales. Madame Henderson était ravie de rencontrer Andrew, roucoulant au-dessus de lui et insistant sur le fait qu'il était le plus beau bébé qu'elle avait jamais vu. Vous avez l'air heureuse, a observé la vieille dame, étudiant le visage de Margaret. Vraiment heureuse. Les montagnes doivent vous réussir. C'est le cas, a confirmé Margaret. Je n'aurais jamais pensé aimer une vie aussi isolée, mais il y a quelque chose dans sa simplicité, son honnêteté. Pas de faux semblants, pas d'inquiétude sur ce que les autres pensent. Juste Ashton, moi et Andrew construisant notre vie ensemble. Ils sont restés à Leavenworth une semaine pour reconstituer les stocks et rendre visite à des amis. Lors de leur dernière soirée en ville, alors qu'ils étaient assis dans la salle à manger de l'hôtel avec Andrew dormant paisiblement dans les bras de Margaret, Jim Bradley s'est approché de leur table. Il marchait sans sa canne maintenant, bien que sa boiterie soit encore prononcée. Monsieur et Madame Val, a-t-il dit respectueusement, son chapeau à la main. Je ne veux pas déranger, mais je voulais dire quelque chose. Madame Val, je vous dois des excuses. Pas seulement pour ce baiser, bien que c'était déjà assez mal, mais pour ne pas avoir compris ce que je vous prenais. Votre dignité, votre sentiment de sécurité. J'étais jeune et stupide, et je pensais que tout cela était un jeu. Mais j'ai appris depuis. J'espère que vous pourrez me pardonner. Margaret a regardé le cow-boy qui avait volé un baiser il y a si longtemps, et elle n'a ressenti que de la sympathie pour lui. Il avait appris sa leçon à la dure, manquant de mourir dans le processus, et il était devenu un homme meilleur grâce à cela. Je vous pardonne, Monsieur Bradley, a-t-elle dit sincèrement. Nous faisons tous des erreurs quand nous sommes jeunes. Ce qui compte, c'est que nous en tirions des leçons. Merci, madame. Ça signifie beaucoup.
Jim a jeté un coup d'œil à Ashton. Vous êtes un homme chanceux, Monsieur Vale. Vous avez une bonne femme et un beau fils. Ne prenez jamais cela pour acquis. Je ne le ferai pas, a promis Ashton, sa main trouvant celle de Margaret à travers la table. Après le départ de Jim, Margaret s'est appuyée contre l'épaule de son mari. Vous savez, d'une étrange manière, je lui suis reconnaissante. S'il n'avait pas volé ce baiser, vous ne m'auriez peut-être jamais remarqué. Nous ne nous serions peut-être jamais parlé, jamais appris à nous connaître. Oh, je vous aurais remarqué de toute façon, a dit Ashton avec un sourire. Une belle femme comme vous, talentueuse, intelligente et gentille, j'aurais juste trouvé une excuse différente pour vous parler. Vous pensez que vous auriez trouvé le courage? Absolument. Ashton a embrassé le sommet de sa tête. Certaines choses valaient la peine de prendre des risques. Vous valez tous les risques. Ils sont retournés dans les montagnes et ont repris leur routine. Andrew a grandi rapidement, apprenant à ramper puis à marcher avec les pas instables d'un tout petit. Il était intrépide, tout comme son père, grimpant sur tout et explorant chaque coin de la cabane et de la forêt environnante. Margaret lui a fait de minuscules mocassins en cuir et des vêtements chauds pour les mois froids, et Ashton lui a sculpté des jouets en bois, des animaux simples et des blocs qu'Andrew pouvait empiler et renverser avec un plaisir infini. 2 ans après la naissance d'Andrew, Margaret est tombée enceinte à nouveau. Cette fois, la grossesse a été plus facile, et quand leur fille est née par un matin neigeux de janvier, cela n'a pris que 6 heures de travail. Ils l'ont nommée Miriam, et elle avait les yeux noisettes de Margaret et les cheveux foncés d'Ashton. C'était un bébé plus calme qu'Andrew, contente d'observer le monde avec des yeux sérieux et ne pleurant que lorsqu'elle était vraiment mal à l'aise. Les années ont passé dans un rythme heureux de saison et de célébration. Andrew a appris à monter à cheval presque avant de savoir marcher correctement, et il suivait Ashton partout, impatient d'apprendre tout ce que son père pouvait lui enseigner sur les montagnes et la nature sauvage. Miriam ressemblait plus à sa mère, préférant rester près de la cabane et aider à la cuisine et à la couture, bien qu'elle sache tirer aussi bien qu'Andrew quand elle le voulait. Quand Andrew avait 7 ans et Miriam 5 ans, ils ont eu des visiteurs. Tom Williams, le vieux partenaire commercial d'Ashton, est arrivé avec sa nouvelle femme et ses 2 fils d'un précédent mariage. Derrière eux venait une autre famille, puis une autre. En tout, près de 20 personnes se sont présentées à la cabane cet été-là, campant dans la vallée et partageant des nouvelles des villes et des colonies à travers le territoire. Parmi eux se trouvait Sarah Miller et sa famille. John avait enfin réclamé des terres dans l'Oregon et ils avaient construit une ferme prospère et l'école dont Sarah avait toujours rêvé. Daniel, maintenant âgé de 13 ans, était devenu un grand jeune homme qui se souvenait de Margaret et Ashton avec gratitude. Emma était une brillante fillette de 11 ans qui s'est immédiatement liée avec Miriam. Les 2 filles sont devenues amies rapidement. Nous sommes venus vous remercier correctement, a expliqué Sarah au dîner un soir. Vous nous avez sauvé la vie et nous voulions que vous sachiez ce que nous avons fait de ce cadeau. Notre ferme prospère, l'école enseigne à 20 enfants maintenant et nous avons construit une belle vie. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. Vous auriez survécu de toute façon, a protesté Margaret. Mais Sarah a secoué la tête. Peut-être. Ou peut-être que nous serions morts dans ces montagnes. Nous ne le saurons jamais vraiment. Mais ce que nous savons, c'est que vous avez choisi de nous aider alors que vous n'y étiez pas obligés. Ce genre de gentillesse change des vies. Le rassemblement a duré 1 semaine, tout le monde partageant nourriture, histoire et compétences. Ashton a enseigné à certains hommes de meilleures techniques de piégeage tandis que Margaret partageait des patrons de couture avec les femmes. Les enfants couraient librement dans la vallée, jouant à des jeux et explorant sous l'œil vigilant de leurs parents. C'était un moment joyeux, un rappel que même dans les montagnes isolées, la communauté et l'amitié pouvaient s'épanouir. Après le départ de tout le monde, la cabane semblait particulièrement calme. Andrew demandait sans cesse quand les autres enfants reviendraient, tandis que Miriam suppliait pour avoir une petite sœur avec qui jouer maintenant qu'Emma était partie. Margaret et Ashton en ont discuté et ont décidé que leur famille semblait complète avec 2 enfants. Ils étaient dans la mi-trentaine maintenant, satisfaits de la vie qu'ils avaient construite et de la famille qu'ils avaient créée. Mais la vie dans les montagnes continuait d'être imprévisible. Quand Andrew avait 10 ans, une violente tempête hivernale les a piégés dans la cabane pendant près de 3 semaines. Quand Myriam avait 8 ans, un feu de forêt a balayé une partie de leur vallée,
les forçant à travailler frénétiquement pour sauver la cabane et leur bétail. À travers chaque défi, ils l'ont affronté ensemble en tant que famille, s'appuyant sur la force et les compétences qu'ils avaient développées au fil des années de vie à la frontière. Andrew est devenu un jeune homme fort qui était aussi à l'aise dans la nature que son père. À 18 ans, il a annoncé son intention de devenir guide et trappeur comme Ashton, travaillant dans les montagnes et vivant libre. Ashton était fier mais prudent, s'assurant que son fils comprenait les responsabilités et les dangers d'une telle vie. Miriam a 16 ans et surpris tout le monde en déclarant qu'elle voulait être institutrice comme Sarah Miller. Elle avait pratiqué ses lettres et ses chiffres avec des livres que Margaret avait soigneusement conservés de sa propre enfance. Et elle avait un don naturel pour expliquer les choses clairement. Elle voulait aller à Leavenworth pour étudier correctement, peut-être même dans l'une des nouvelles écoles normales qui formaient les enseignants. En es-tu sûr? A demandé Margaret, essayant de cacher sa tristesse à l'idée que sa fille parte. C'est une vie différente là-bas. Bondée, bruyante et pleine de règles et d'attentes. J'en suis sûr, a dit Myriam fermement. J'aime les montagnes, maman, mais je veux aider les enfants à apprendre, tout comme toi et papa avaient aidé Andrew et moi. Je peux faire plus de bien dans une ville que je ne peux le faire ici. Alors, au printemps de la 17e année de Myriam, ils ont tous fait le voyage à Leavenworth ensemble. Ashton et Margaret avaient économisé de l'argent au fil des ans, assez pour payer la scolarité de Myriam et sa pension dans une maison de chambre respectable. Madame Henderson, Henderson, maintenant dans ses 70 ans mais toujours vive d'esprit, a promis de garder un œil sur la jeune femme et de s'assurer qu'elle restait loin des ennuis. Laisser Myriam en ville a été l'une des choses les plus difficiles que Margaret ait jamais faites. Elle a pleuré tout le long du chemin du retour vers les montagnes et Ashton lui tenait la main en silence, ses propres yeux étrangement brillants. Andrew, maintenant âgé de 19 ans et travaillant sur ses propres lignes de piège, a essayé d'alléger l'ambiance en leur rappelant que Myriam était intelligente et capable et qu'elle s'en sortirait bien. Il avait raison. Myriam s'est épanouie à Leavenworth, excellente dans ses études et obtenant finalement un poste d'institutrice à l'école de la ville. Elle écrivait régulièrement des lettres à la maison remplies d'histoires sur ses élèves et sa vie en ville. 2 ans après avoir quitté les montagnes, elle a écrit pour annoncer ses fiançailles avec un jeune avocat nommé Thomas Barrett, un homme bon qui partageait ses valeurs et ses rêves. Margaret et Ashton ont voyagé à Leavenworth pour le mariage, accompagnés d'Andrew. C'était une belle cérémonie, et en regardant sa fille épouser un homme qui l'adorait clairement, Margaret a ressenti un mélange complexe de joie et de nostalgie douce amère. Où était passé le temps? Il semblait que c'était hier que Myriam était un bébé dans ses bras, et maintenant elle était là, une femme adulte fondant sa propre famille. Andrew est resté célibataire, marié plutôt aux montagnes et à la vie libre de trappeur. Il a construit sa propre cabane à environ 15 kilomètres de ses parents, assez près pour visiter régulièrement, mais assez loin pour maintenir son indépendance. Il était prospère et heureux, tout ce qu'Ashton et Margaret auraient pu espérer pour un fils. Alors que Margaret et Ashton vieillissaient, ils ont commencé à passer plus de temps à Leavenworth pendant les mois d'hiver. Le froid devenait plus difficile à supporter et les articulations d'Ashton le faisaient souffrir après de longues journées dans la neige. Ils ont acheté une petite maison en ville, un endroit confortable où ils pouvaient rester quand le temps en montagne devenait trop rude. Myriam et sa famille grandissante vivaient à proximité, donnant à Margaret la joie d'être grand-mère de 3 petits-enfants pleins de vie. Mais chaque printemps, ils retournaient dans les montagnes, à la cabane où ils avaient construit leur vie ensemble. Andrew venait leur rendre visite et parfois Myriam et Thomas amenaient les petits-enfants pour une aventure estivale. C'étaient des moments spéciaux remplis de rire et d'amour et du sentiment de continuité qui vient de la transmission des traditions à la génération suivante. Par une chaude soirée d'été, alors que Margaret avait 60 ans et Ashton 62 ans, ils étaient assis ensemble sous le porche qu'ils avaient ajouté à la cabane des années plus tôt. Ils regardaient le coucher de soleil sur les montagnes qu'ils aimaient depuis si longtemps. Andrew venait de partir après une visite d'une semaine et ils étaient seuls à nouveau comme ils l'avaient été pendant tant d'années. « Regrettez-vous parfois, a demandé Ashton doucement, d'avoir quitté Leavenworth pour venir ici avec moi toutes ces années? » Margaret s'est tournée pour regarder son mari, le gris qui parsemait ses cheveux foncés et les rides que le temps avait creusées sur son visage. Il était toujours fort, toujours capable,
toujours l'homme qui l'avait fait se sentir en sécurité et valorisé quand elle en avait le plus besoin. Pas un seul instant, a-t-elle dit fermement. Cette vie, cette famille, vous, c'est tout ce que je ne savais pas que je voulais. Ce cow-boy qui m'a volé un baiser n'était qu'un jeune homme stupide faisant une erreur. Mais vous, Ashton Vale, vous avez fait en sorte que personne ne me vole plus jamais rien. Vous m'avez donné la sécurité, l'amour et un foyer. Vous m'avez donné tout ce qui compte. Ashton l'a attiré contre lui, l'embrassant avec la même tendresse qu'il avait montrée le jour de leur mariage près de 40 ans plus tôt. Vous m'avez tout donné aussi, a-t-il murmuré contre ses cheveux. Une raison de descendre des montagnes, une raison de construire quelque chose de plus qu'une simple cabane solitaire dans les bois. Vous m'avez donné une famille, un but et plus de bonheur qu'aucun homme ne mérite. Nous nous le sommes donnés l'un à l'autre, a corrigé Margaret. C'est comme ça que l'amour fonctionne. Ce n'est pas une personne qui donne et l'autre qui prend. Ce sont deux personnes qui construisent quelque chose ensemble, quelque chose de plus fort que ce que l'un ou l'autre pourrait créer seul. Ils sont restés assis dans un silence confortable alors que l'obscurité tombait et que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur tête. Quelque part dans la forêt, un hibou a ululé et au loin un loup a hurlé. C'étaient les sons de la maison, la bande-son d'une vie bien vécue dans les montagnes sauvages et magnifiques. Les années ont continué de passer. Margaret et Ashton ont fini par rester à Leavenworth à plein temps, leur corps n'étant plus capable de gérer les exigences de la vie en montagne. Mais ils n'ont jamais vendu la cabane. Andrew l'entretenait, la gardant prête pour les visites de ses parents et de la famille de sa sœur. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour la famille verte grandissante, un rappel d'où il venait et du courage qu'il avait fallu pour construire une vie dans la nature sauvage. Miriam a eu 4 enfants au total, tous grandissant avec les histoires des aventures de leurs grands-parents. Andrew s'est finalement marié à 40 ans, épousant une veuve avec 2 enfants à elle, et ils ont fait une belle vie ensemble dans les montagnes. La famille s'est agrandie et dispersée, certains membres choisissant la vie en ville et d'autres préférant la frontière. Mais ils sont tous restés proches, liés par l'amour et les valeurs que Margaret et Ashton leur avaient inculquées. Margaret avait 72 ans quand la santé d'Ashton a commencé à décliner. Le fort montagnard qui avait semblé indestructible pendant si longtemps succombait finalement à l'âge et à une vie de dur labeur. Il a passé ses derniers mois dans leur maison de Leavenworth, entouré de sa famille. Il a affronté la mort avec le même courage calme avec lequel il avait affronté tous les autres défis de sa vie. « Ne pleurez pas trop longtemps pour moi », a-t-il dit à Margaret lors de l'un de ses derniers jours lucides. « Nous avons eu une belle vie, une vie merveilleuse. Je n'ai aucun regret sauf celui de devoir vous quitter. Vous me manquerez chaque jour, a chuchoté Margaret, tenant sa main usée dans les siennes. Mais je serai reconnaissante chaque jour aussi pour le temps que nous avons eu ensemble. Vous avez été la meilleure chose qui m'ait jamais été donnée, Ashton Vale. » Le sentiment est partagé, Margaret Vale, a dit Ashton avec un faible sourire. Prenez soin de notre famille, racontez-leur des histoires sur les montagnes et la cabane et la vie que nous avons construite. Assurez-vous qu'ils se souviennent, je le ferai, a promis Margaret. Je m'assurerai qu'ils n'oublient jamais. Ashton est mort paisiblement cette nuit-là avec Margaret à ses côtés et ses enfants, ses petits-enfants à proximité. Les funérailles ont été suivies par ce qui semblait être la moitié de la ville, un témoignage du respect et de l'affection que les gens avaient pour le montagnard, qui avait vécu avec tant d'intégrité et de gentillesse. Margaret a vécu encore 8 ans après la mort d'Ashton, partageant son temps entre sa maison en ville et de longues visites à la cabane de montagne avec la famille d'Andrew. Elle est devenue la conteuse de la famille, partageant des récits de la vie à la frontière au premier jour avec Ashton à quiconque voulait l'écouter. Elle a appris à ses petites-filles à coudre et à ses petits-fils à tirer, et elle s'est assurée que chaque membre de la famille savait d'où il venait. Par un matin de printemps, juste avant son 80e anniversaire, Margaret est morte dans son sommeil, paisiblement et sans douleur. Andrew l'a trouvée assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, un morceau de broderie sur ses genoux et un sourire sur son visage. C'était comme si elle s'était simplement laissée dériver en pensant à quelque chose d'agréable. Peut-être un souvenir d'Ashton ou des montagnes qu'ils avaient aimées. Ils l'ont enterrée à côté d'Ashton dans le cimetière de Leavenworth sous une simple pierre qui portait leurs 2 noms et l'inscription « Ensemble dans la vie, ensemble dans l'éternité ». Les funérailles ont rassemblé toutes les branches de la famille Vale,
des tout-petits aux arrière-petits-enfants que Margaret n'avait jamais rencontrés. Miriam a parlé au service, évoquant le courage et la force de sa mère, sa gentillesse et sa sagesse. Ma mère est venue à Leavenworth avec rien d'autre qu'un sac de voyage et la détermination de recommencer, a dit Miriam, sa voix stable malgré ses larmes. Elle a enduré les épreuves et la perte, mais elle n'a jamais perdu sa foi en la bonté des gens ou la possibilité du bonheur. Elle a rencontré mon père et a construit une vie dans les montagnes que la plupart des gens trouveraient impossible. Elle a élevé des enfants et des petits-enfants avec amour et patience, nous apprenant à tous ce que signifie être courageux et vrai. Elle nous manquera chaque jour, mais nous honorerons sa mémoire en vivant comme elle a vécu, avec courage, gentillesse et un cœur ouvert. Après les funérailles, la famille s'est réunie à la cabane de montagne pour un festin commémoratif. Andrew a allumé un feu dans la grande cheminée en pierre qu'Ashton avait construite il y a tant d'années, et ils ont partagé de la nourriture et des histoires tard dans la nuit. Les petits-enfants exploraient la cabane avec émerveillement, touchant les meubles taillés à la main et les courtes pointes que Margaret avait cousues. Ils essayaient d'imaginer ce qu'avait été la vie pour leurs grands-parents dans cet endroit isolé. Alors que la soirée avançait et que les familles commençaient à partir, Andrew s'est tenu sur le porche et a regardé la vallée. Les montagnes étaient éternelles, inchangées par le passage des vies individuelles, mais elles gardaient les souvenirs de ceux qui avaient vécu parmi elles. Ses parents avaient laissé leur marque sur cet endroit et sur tous ceux qu'ils avaient touchés. Cet héritage continuerait à travers les générations, un cadeau d'amour et de force transmis à travers le temps. À l'intérieur de la cabane, Myriam a soigneusement plié l'une des courtes pointes de sa mère, pressant son visage dans le tissu comme si elle pouvait sentir la présence de sa mère une dernière fois. Thomas est venu se tenir à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Elle a eu une belle vie, a-t-il dit doucement. Elle et ton père tous les deux. Ils s'aimaient profondément et ont élevé une famille merveilleuse. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Je sais, a répondu Myriam. J'aimerais juste pouvoir lui parler une fois de plus. Lui dire combien elle comptait pour moi et combien son exemple a façonné qui je suis devenu. Elle le savait, l'a assuré Thomas. Les mères savent toujours. Elle était fière de toi, Myriam. Fière de ses deux enfants et de tout ce qu'ils ont accompli. Dehors, le soleil se couchait sur les montagnes dans un flamboiement d'or et de cramoisi, peignant le ciel de couleurs qui semblaient presque trop vives pour être vraies. C'était le genre de coucher de soleil que Margaret et Ashton avaient regardé ensemble des centaines de fois, se tenant la main et comptant leurs bénédictions. La terre perdurerait, les montagnes resteraient debout, et l'histoire d'amour qui avait commencé par un baiser volé dans les rues poussiéreuses de Leavenworth vivrait dans les cœurs et les mémoires de tous ceux qu'ils avaient touchés. La porte de la cabane restait ouverte, accueillant quiconque voulait se connecter avec le passé et les gens qui avaient fait de cet endroit un foyer. Le feu crépitait dans l'âtre, chaud et invitant. Les courtes pointes et les rideaux que Margaret avait faits de ses propres mains ajoutaient de la couleur et du confort à l'espace simple. Et quelque part dans les montagnes éternelles qu'ils avaient tant aimées, Margaret et Ashton Vale étaient à nouveau ensemble, leurs esprits entrelacés aussi complètement dans la mort qu'ils l'avaient été dans la vie. Leur histoire était celle du courage et des secondes chances, d'un amour qui avait grandi du respect et de la gentillesse vers quelque chose de profond et durable. C'était l'histoire de la construction d'une vie ensemble contre toute attente, de défis affrontés avec détermination et grâce, d'une famille élevée avec amour et sagesse. C'était, en somme, le genre d'histoire que l'Ouest sauvage produisait dans ses meilleurs moments, quand la promesse d'un nouveau départ et le courage de l'embrasser se réunissaient pour créer quelque chose de vraiment beau. Et bien que Margaret et Ashton soient partis, leur héritage demeurait écrit dans les vies de leurs descendants, dans la cabane qui tenait toujours bon dans les montagnes, et dans des souvenirs de tous ceux qui les avaient connus. Ils avaient vécu pleinement et aimé profondément. Et à la fin, c'était tout ce que l'on pouvait demander. Leur fin heureuse n'était pas seulement dans les années qu'ils avaient passées ensemble, mais dans les ondes que leur amour avait envoyées dans le monde, touchant des vies et inspirant les autres à être courageux, à être gentils et à croire au pouvoir transformateur de l'amour. L'histoire qui avait commencé par un baiser volé ne s'était pas terminée dans la tragédie ou le regret, mais dans l'accomplissement et la paix.
Une vie bien vécue et un amour qui ne mourrait jamais vraiment tant qu'il y aurait des gens pour se souvenir et honorer leur mémoire.